traverser l'ancien monde. Bien, c'est tout le sujet du bouquin que j'espère que vous aurez plaisir à découvrir. Qui est-ce qui aurait pu naître? Et c'est la controverse, c'est cela. C'est ce débat, c'est cette plaidoirie fictive entre ces 5 hommes qui ont en charge de définir ce nouveau pays. Et alors, ce sont tous des progressistes. D'ailleurs, dans les quelques feedbacks que je commence à avoir, parce que le livre est sorti le 15 janvier, il y a des lecteurs qui m'ont dit oui, nous on trouve que controverse, on s'attendait à quelque chose d'un peu hargneux, là, comme les Français aiment bien, vous savez, on se mord, on se bagarre. C'est difficile de faire bagarrer Thomas Jefferson et Benjamin Franklin ou John Adams, parce qu'en fait, ce sont des progressistes et ce sont des hommes qui croient à ce nouveau monde, Benjamin Franklin a déjà affranchi ses esclaves en 1974. Thomas Jefferson est un homme qui croit à plein de choses, donc ils croient tous ils ont une vision très très progressiste, donc ils ne vont pas s'écharper, ils ne peuvent pas s'écharper, ils sont fondamentalement d'accord. Le problème, c'est comment on embarque tout le monde avec nous. Parce qu'il y a 13 colonies, avec des profils très différents, et il faut embarquer tout le monde. Il y a des forces qui s'opposent, il y a des gens qui disent il faut que chaque État soit un État indépendant. Nous allons accoucher de 13 nations indépendantes. Et il y a des forces qui disent non, nous allons accoucher d'une seule nation avec des États indépendants. Donc, dans cette vision-là, qui était la vision dominante des progressistes américains à ce moment-là, comment on embarque tout le monde? Comment on embarque les États du Sud qui ont besoin des forces ouvrières esclaves, alors qu'on commence à peine l'esclavage, que le coton ça commence à se cultiver, on est au tout début des cultures de coton. Mais on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin des esclaves. Donc dire ouvertement non à l'esclavage, ce qui était vraiment l'objectif de ces hommes. Et le projet dans la rédaction de Thomas Jefferson, qu'il écrit dans son projet, eh bien il faut composer, si on veut les avoir avec nous, ces États du Sud. Et comment composer avec les États du Nord, le Massachusetts, qui eux sont des États profondément religieux, qui veulent une nation chrétienne, alors que eux, ce sont certains, il y en a 3 parmi les 5 qui sont francs-maçons. Et donc, le rapport à la Bible, il y a quand même un petit peu de distance. Mais comment on embarque ces États profondément religieux, pour qui la Bible est la doctrine de foi, mais la doctrine aussi politique? Et comment aborder les États qui sont à la frontière, alors qu'on veut s'étendre, que les pays ont besoin? La frontière, c'est la frontière avec les Indiens. On a détruit les quelques tribus, les Pequot, les Lilliput, on les a détruites, mais toutes les grandes tribus, pour ceux qui connaissent le film Danse avec les loups, ouais, ça vous parle? Danse avec les loups, vous savez quand est-ce que c'est? Danse avec les loups, c'est la guerre de sécession. Après la guerre de sécession. Donc vous voyez le rapport aux Sioux, aux Cheyennes, on est 1865-66, c'est-à-dire qu'on est plus de 250 ans avant la création du Rhode Island. Et Roger Williams, c'est pas une figure littéraire, comme dans Danse avec les loups, c'est un homme qui a existé, mais qui a compris ce qu'a compris le héros de Danse avec les loups. Il a découvert une civilisation, une culture indienne, et il veut fraterniser avec. Et ça, c'est 220 ans avant. Donc, j'ai perdu votre question. Je suis parti. Voilà. Et donc, il faut embarquer tout le monde.
Et il y a des gens qui disent, mais non, les Indiens, on va les... Hein. Thomas Jefferson, quand il va devenir gouverneur de la Virginie avant d'être président de la nation américaine, il va initier les grandes migrations, hein, des tribus indiennes, les Cherokees, etc., qui vont après ce qu'on appelait le sentier des larmes, hein, les grandes migrations des tribus américaines qui sont indiennes, qui sont du côté est du Mississippi. Donc comment on arrive à intégrer toutes ces vies, ces intérêts profondément différents au sein d'une déclaration commune. Et donc la réelle politique auquel nous sommes confrontés tous les jours va exercer ses droits et ils vont rédiger ce document avec, en tenant compte de toutes ces contraintes. Vous nous avez dit être un indécrottable optimiste. Pour autant, quand on voit le caractère d'avant-garde, la pensée éclairante, lumineuse, qui pouvait se développer à la moitié du XVIIe siècle dans ce Rhode Island et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est pas évident de rester optimiste. D'autant que c'est Donald Trump qui va commémorer les 250 ans de cette déclaration d'indépendance. Ouais. Alors, pour faire un peu d'humour noir, je dis que Donald Trump, c'est mon meilleur attaché de presse. Parce que qui aurait pensé qu'on puisse autant remettre en question un des fondements de la démocratie américaine, à savoir la séparation du religieux et du politique. Il y a quelques jours, quelques semaines, on avait déjà eu ça lors de sa première mandature. Mais là, il y en avait une autre. On voit assis au bureau ovale avec tout un aéropage de religieux lui imposant des mains. On pensait que, effectivement, cette époque-là, de la tyrannie du religieux, de l'obscurantisme religieux, qui, mesdames, encore une fois, vous le fait payer, c'est vous qui payez, qui avez déjà payé le prix de cet obscurantisme avec la remise en question du droit à l'avortement. Et on se dit, mais comment c'est possible? Alors, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'en fait, cette alternance, cette dichotomie entre cette extraordinaire modernité et cet impensable fondamentalisme arriéré, il a toujours existé aux États-Unis. On a brûlé les sorcières à Salem. Dans le livre, quand je parle de leur évolution sur le regard sur les femmes, je cite une femme qui s'appelle Jane Berry, qui elle va être pendue parce qu'elle est quaker et qu'elle réclame son droit à être quaker, à Boston. Donc, cette espèce d'ambivalence entre cette grande modernité et puis cet archaïsme fondamentaliste, il a toujours existé. Nous, on n'est pas la génération des années 50, hein. Le macartisme, on n'a pas trop... Nous, on est plutôt la génération des années hippies, Flower Power, San Francisco, Berkeley. Mais avant Berkeley, avant Woodstock, il y avait le macartisme. Et à cette époque-là, le nombre d'écrivains, de cinéastes qui sont venus se réfugier en Europe pour fuir la persécution politique. Vous voyez, cette alternance, puis avant les 8 années de Trump, on a eu les 8 années d'Obama. Qui aurait pu penser au pays de Martin Luther King qu'un jour, il y ait un président noir qui soit élu? Et ils l'ont fait. Et puis après Obama, ben, on encadre, comme on dit en Provence, on encadre Trump. Bon, mais mon optimisme, il est dans le fait que l'incohérence de l'humanité, elle existe depuis que nous sommes sur Terre.
on ne va pas se faire meilleur que ce qu'on est. Hein. Cette incohérence, on la porte tout son nom. Et je questionne aussi, par exemple, un homme comme Thomas Jefferson. Parce que Thomas Jefferson, en ce moment, il prend lourd, comme on dit, hein, en ce moment aux États-Unis. Ça a été, avec George Washington, ça a été vraiment l'archétype du héros, hein, de l'homme moderne, etc. Oui, mais enfin, pourquoi il n'a pas affranchi ses esclaves? Pourquoi, après la mort de sa femme, il va vivre en concubinage avec une jeune esclave, Sally Hemings, lui faire 6 enfants, et n'en affranchir aucun? Vous voyez, on peut questionner, on peut se retourner hein, en disant, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'était des hommes, certainement de bonne volonté, mais comme nous, vous et moi, pétris d'incohérence. Et que dans cette incohérence-là, comme dirait notre ancien président, il faut croire aux forces de l'esprit. Et qu'il est capable, au milieu du plus beau tas de fumier, de mettre de très belles fleurs. Merci Bernard Béranger, merci à vous pour votre écoute. Évidemment, je vous conseille la lecture de cet excellent roman historique qui nous fait aussi beaucoup réfléchir. Vous avez peut-être 2 ou 3 questions à poser à notre invité. Peut-être que vous préférez aussi parler directement sous le chapiteau de notre libraire partenaire. Alors, juste une chose, j'espère que vous serez nombreux. J'espère que vous serez nombreux à pouvoir me lire. C'est un premier roman. On dépend tellement de ses lecteurs. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que moi aussi, j'aimerais vous lire. Et à cette fin-là, dans le livre, je vous ai mis une adresse mail spécialement dédiée aux lecteurs pour qu'on puisse échanger. Et donc recevoir vos remarques, vos questions, vos critiques, autant positives que négatives. Puisque, comme vous l'avez dit, c'est un premier roman et que j'ai besoin de grandir pour mon futur. Vous êtes très modeste. C'est un roman très réussi. Encore merci. Si vous n'avez pas de questions, je vous invite à retrouver Bernard immédiatement.